à cette conférence pour vous présenter un projet qui a été réalisé par un de nos stagiaires et par Michael ici présent sur la simulation d'une déflagration de gaz en milieu urbain. Alors, pour vous donner un peu le contexte de cette étude, nous travaillons chez Generali, qui est une société d'assurance internationale qui est présente dans environ 50 pays dans le monde, et la filiale française est la 3e plus grosse. Depuis maintenant 6 ans, Generali France s'est doté d'une plateforme dédiée à l'actuariat et à la data sur Nantes, où nous sommes près de 50 collaborateurs. Et nous accueillons chaque année une vingtaine de stagiaires et d'alternants qui sont issus du milieu académique du Grand Ouest. Sur cette plateforme, on a une multitude de profils qui sont présents, des data scientists, des actuaires, des personnes spécialisées dans le climatique. Et c'est une vraie source d'émulation de projets. Et c'est comme ça que naissent beaucoup de sujets, comme celui que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors moi, je suis Amandine Gomez, je suis manager d'une équipe de consultants internes en actuariat et data science. Et j'ai un de mes collaborateurs et son stagiaire qui ont accompagné Michael dans la réalisation de ce très beau projet. Et donc, moi, c'est Michael Ress, je suis CAT Modeler, donc modélisateur de catastrophes au sein du Climate Lab de Generali. Donc, mon boulot, c'est de faire des modèles de catastrophes d'origine naturelle, tempêtes, inondations, et aussi d'origine humaine, comme ce qu'on va vous présenter juste après. Alors, pour vous présenter l'objectif de ce projet, bon, je suis un petit peu obligée de passer par la partie réglementation, puisque l'assurance est un domaine, qui est un secteur qui est régi par une directive européenne qui s'appelle Solvabilité 2 et qui soumet des fortes exigences en termes de capitaux pour s'assurer de la solvabilité des assureurs. Cette réglementation, elle se décompose en 3 piliers. Un pilier qui correspond aux exigences quantitatives, un aux exigences qualitatives et le dernier sur tout ce qui est transparence et reporting. Aujourd'hui, nous, on va se focaliser sur la partie quantitative. Et dans cette partie quantitative, on va simuler des risques extrêmes. Alors, qu'est-ce qu'un risque extrême ? Un risque extrême, c'est un risque qui a une probabilité de survenance de 1 fois tous les 200 ans. À partir de ce moment-là, donc c'est ce type d'événement qui va être pris en compte dans la modélisation et pour estimer la solvabilité des assureurs. Ces risques, ils sont testés dans tous les domaines de l'entreprise. Donc, ça va être sur les marchés financiers, ça va être également sur tout ce qui est catastrophe. Là, on va se focaliser sur la partie catastrophe. Et ça se décompose en 2 parties. On a ce qu'on appelle les catastrophes naturelles, telles que les inondations, les tempêtes, la grêle. Et on a aussi les catastrophes d'origine humaine. L'exemple d'aujourd'hui est sur le cas d'une catastrophe humaine. Et la réglementation, elle va nous proposer une manière de quantifier ce risque, de savoir quel est le montant qui va être nécessaire pour répondre finalement au remboursement de l'ensemble des assurés si un tel événement survenait. Et la formule qui est proposée, c'est la formule standard, mais on peut aussi proposer un autre modèle qui va s'appeler le modèle interne. Maintenant, si je reviens sur la situation qu'on a choisi de traiter, c'est le cas d'une déflagration. Et une déflagration, finalement, c'est une explosion qui va créer des dégâts du fait des ondes qui vont se propager. Donc des dégâts qui vont être les fenêtres qui explosent, le bâtiment qui se détruit. Dans le cadre de la formule standard qui est proposée, donc sur cette catastrophe d'origine humaine, la formule va indiquer qu'autour du point d'explosion, l'ensemble du bâtiment va être détruit à 100% dans un rayon de 200 mètres. Or, aujourd'hui, on sait que c'est un scénario qui est vraiment peu réaliste parce qu'on a pu voir dans notre historique, on n'a pas énormément d'événements de ce type, mais sur les événements qu'on a pu constater sur les 8 dernières années, qui sont au nombre de 4, on a pu voir que c'est vraiment surévaluer l'importance du phénomène. Et le fait de surévaluer ce phénomène va nous imposer de mobiliser plus de capitaux pour répondre aux exigences de la norme. Donc on avait un grand intérêt à sophistiquer la méthode et je vais maintenant laisser Michael vous présenter ce qui a été mis en place. Merci Amandine. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans les détails du modèle en question, je vais vous présenter ici les grands principes de la modélisation des catastrophes. Donc ce principe et ce fonctionnement, on peut l'appliquer à toute la création des modèles, que ce soit des modèles tempêtes, des modèles inondations ou aussi des modèles d'explosion. Tout d'abord, on a un premier module.
c'est le module aléa. Le module aléa, il consiste à modéliser l'intensité d'un phénomène naturel ou d'origine humaine. Par exemple, ça va être une vitesse de vent, une hauteur d'eau, une surpression liée à une déflagration. Et donc cet aléa, c'est donc un événement qui a une intensité, qui est localisée, donc il a une empreinte, un footprint, il a une fréquence de survenance et il a une durée. Donc voilà, l'aléa, il va émettre une énergie. Ensuite, on a les enjeux. Donc les enjeux, c'est vous, c'est moi, c'est nos biens, nos maisons, nos voitures, les immeubles. Et ils ont des caractéristiques. Donc ça peut être des commerces, des immeubles, des usines. Ils ont aussi une valeur assurée. La valeur assurée, pour un assureur, c'est quelque chose de très important. Puisque tous les modèles 4 reposent sur un principe qui va être un taux de destruction. Il va avoir des courbes de vulnérabilité, un taux de destruction sur une valeur assurée à 100%. Donc, c'est-à-dire, si le bâtiment était détruit à 100%, combien ça nous coûterait de le remettre en l'état. Et ensuite, on va voir ce qui est le contractuel des contrats d'assurance pour connaître ce qui va être à la charge de l'assureur, ce qui va être à la charge de l'assuré. Donc, on a l'aléa qui va envoyer de l'énergie. On a nos enjeux qui vont recevoir cette énergie. Et on va arriver sur le troisième module. Comment les enjeux vont résister à l'énergie qu'ils ont reçue? Ça va se traduire par des courbes de vulnérabilité, par un taux de destruction en fonction d'une énergie reçue. Ce module-là de vulnérabilité, il va nous permettre d'estimer une perte économique. Donc ça, c'est en cas de dommage, combien ça va coûter économiquement. Et ensuite, pour passer sur la vision assurantielle, on va venir appliquer les différentes conditions du contrat d'assurance qui nous permettront d'avoir la perte assurée, donc la perte à la charge de l'assureur. Donc dans notre modèle, on a développé donc un module aléa, on a développé nos enjeux, ce sont les données de nos clients. Soit c'est des données qu'on a récoltées lors de la souscription, soit c'est des données qu'on a réussi à enrichir avec de l'open data, qui vient des données de l'IGN, de la BD Topo, de la BAN, etc. Et du coup, dans notre modèle, il va avoir, voilà, on se situe dans une zone. On va avoir une explosion de gaz dans un bâtiment. Donc la première étape, c'est qu'on va modéliser l'explosion à l'intérieur du bâtiment. Ça va être ce qu'on va appeler l'explosion primaire. Donc il y a une onde de choc qui va être atténuée par des barrières. Les barrières, ça va être les vitres, les murs intérieurs. Mais ensuite, l'explosion va sortir du bâtiment et ça va générer ce qu'on appelle une explosion secondaire où il va avoir une onde de choc qui va se propager à l'extérieur du bâtiment. Là-dessus, il va y avoir deux phénomènes qui vont rentrer en œuvre pour la propagation de cette onde de surpression. Donc, il va y avoir les effets barrières. Donc, quand on a une explosion, qu'on a un immeuble devant nous qui est plus grand, ça va faire un mur. Donc, ça va stopper cette onde de surpression. Et ensuite, on a un autre phénomène qui va venir. Donc, ça, c'est un phénomène qui va venir atténuer l'explosion. Donc, elle va aller moins loin. Et il y a des phénomènes qui vont augmenter cette distance d'effet qu'on appelle l'effet canal. L'effet canal, c'est un petit peu, vous voyez, quand il y a du vent, par exemple, et qu'on se met à l'intérieur de la ville ou au bord d'une rivière, on voit que la vitesse de vent, elle est plus importante au bord d'un cours d'eau que dans la ville. Donc là, en fait, quand on a des sortes de canyons urbains qui se créent, ça va venir orienter le souffle de l'explosion dans une certaine zone. Et donc du coup, dans le premier cas, sans prendre en compte l'effet canal, on va avoir les bâtiments rouges qui sont en rouge pétant qui vont être impactés, les bâtiments en rose qui ne le sont pas. Mais avec la prise en compte de l'effet canal, on va voir que l'explosion va plus loin. Donc toute cette modélisation de l'aléa nous permet de voir quels vont être les bâtiments qui vont être impactés. Donc au niveau du bâtiment, donc vraiment la structure du bâtiment, le contenu, c'est tout ce qui sont les éléments mobiliers à l'intérieur du bâtiment. Et aussi, quand on a une activité professionnelle, ça va causer des jours d'interruption d'activité. Et donc ça aussi, au niveau des assurances, on a ce qu'on appelle la perte d'exploitation qui permet d'indemniser l'arrêt de notre activité. Tout ce phénomène-là va permettre de générer une perte simulée.
comment on a modélisé cet aléa? Donc cet aléa, on a utilisé des formules mathématiques qui font référence dans le milieu des explosions et de la gestion des risques technologiques, qui sont la formule de Broad, qui nous permet de modéliser l'énergie de l'explosion. Et ensuite, on va utiliser une autre formule qui s'appelle les formules multi-énergie, où là, on va utiliser des ABAC qui permettront, avec certains indices de violence, qui nous permettront de modéliser l'explosion à l'intérieur du bâtiment, où en fait, on prend une sévérité de la loi multi-énergie très très violente, qui est le 10. Et ensuite, l'explosion à l'extérieur du bâtiment, on va utiliser exactement la même chose, mais avec un indice de violence atténué. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que dans une zone donnée, on va faire des scénarios d'explosion sur les bâtiments, sur chacun des bâtiments de cette zone-là, où on utilise tout ce qui va être la BD topo de l'IGN pour simuler ces explosions-là. Et on va créer 3 scénarios par bâtiment. Un scénario mineur, où on va partir de l'hypothèse qu'il y a une explosion qui se passe dans un des locaux de l'immeuble, donc un appartement ou un local à usage commercial. Un scénario moyen, où on dira que le volume de gaz envahit tout le niveau d'un bâtiment, donc l'explosion va être plus violente. Et un scénario majeur qui est, voilà, en fait, on est en extérieur du bâtiment, il y a une rupture de canalisation de gaz. Donc là, c'est la pire chose qui peut arriver, puisque en fait, le gaz va dans la rue, on a une quantité beaucoup plus importante que dans un logement, et ça explose. C'est ce qui s'était passé dans certains événements historiques qu'on a eus durant ces 20 dernières années. Ensuite, donc, toute cette modélisation nous permet d'avoir le premier graphique où on va générer en fait une intensité de phénomène en fonction d'une distance. Donc ça va être l'aléa. Après, l'idée, c'est qu'à chaque intensité, en fonction de la distance que vont recevoir les bâtiments, on va plus passer dans le module vulnérabilité. On va pouvoir estimer des dommages potentiels en fonction d'une intensité reçue. Ce qui va nous permettre de créer ce qu'on appelle des courbes de vulnérabilité, qui va se traduire par un taux de dommage en fonction d'une intensité reçue et d'une distance. Et en fait, ce taux de dommage-là va nous permettre d'établir une estimation financière de la perte économique potentielle en cas de survenance d'un tel événement. Du coup, pour résumer, on avait la formule standard, donc qui est le scénario réglementaire qui nous est imposé, qui dit en fait tout est détruit dans un disque de 200 mètres de rayon. Donc ça, c'est un événement dans les sinistralités qu'on a vues qui n'arrive jamais. Ça arrive en temps de guerre, mais voilà, si on a une bombe qui nous arrive dessus, effectivement, on peut avoir un scénario comme ça. Mais donc c'est un scénario peu réaliste pour remodéliser des explosions ou des choses qu'on peut voir voilà, de manière réelle. Ensuite, nous, on a développé un modèle qui s'est fait en plusieurs temps. Déjà une première partie de modèle où on a vraiment eu des intensités de phénomènes qui étaient décroissantes par rapport à la distance, mais qui ne prenaient ni en compte l'effet barrière, ni en compte l'effet canal. Et ensuite, avec l'utilisation des données open data de la BD Topo, qui était la hauteur des bâtiments plus leur surface, et aussi le réseau routier, on a pu développer le modèle final qu'on utilise pour quantifier nos pertes potentielles et qui prennent en compte voilà, l'effet barrière et l'effet canal. Merci Mickaël. Donc je vais conclure en indiquant que grâce à ce modèle-là, on a pu développer un outil dans lequel on va pouvoir tester des explosions sur l'ensemble du territoire. Donc l'ensemble du territoire, on va le récupérer avec la base de données des bâtiments de l'IGN et on va pouvoir, comme vous voyez sur l'exemple, tester plusieurs points pour voir quel est notre engagement, quelle est la somme maximum qu'on pourrait être amené à devoir rembourser en cas de déflagration dans ces zones-là. Donc, déjà, je voulais quand même remercier parce que c'était un super projet qu'avait proposé Mickaël aux stagiaires, donc Mohamed, que nous avions dans l'équipe. On a mis ses coordonnées, il pouvait pas venir présenter avec nous, mais on a mis ses coordonnées et voilà. Et maintenant, je vous invite, si vous le souhaitez, à poser vos questions.
Oui. Merci pour la présentation. Et en fait, comment vous pouvez avoir un retour sur la validité du modèle? Excellente question. Donc, alors du coup, quand on développe un modèle de catastrophe, on va développer notre modèle avec des hypothèses. À chaque hypothèse qu'on va mettre en place, on crée une incertitude. L'idée, c'est de savoir, d'avoir un échelon d'incertitude et d'avoir un modèle qui est calibré par rapport à la réalité. Du coup, nous, on a fait ce modèle-là et on a regardé avec notre sinistralité historique qu'on a dans nos bases, quel est l'écart entre le montant de pertes modélisé et le montant de pertes historique. On a regardé plusieurs KPI. Aussi, par exemple, on a, par rapport à nos données sinistres dans nos rapports d'expertise, on a pu déterminer, réaliser des cartographies des bâtiments qui étaient sinistrés suite à une explosion de gaz. Et on a regardé est-ce que les distances qui étaient modélisées via notre simulation étaient pertinentes, il y avait voilà, quel était l'écart. Et donc du coup, nous, notre modèle, voilà, vu qu'on est dans un cadre réglementaire, on doit justifier auprès des autorités de contrôle que le modèle qu'on utilise, c'est un modèle pertinent et qui permet de bien reproduire la réalité de l'historique. Voilà, on a mis en place et on a vraiment prouvé par rapport à notre sinistralité historique et des éléments historiques que le modèle était bien calibré. Merci pour la question. D'autres questions peut-être? Voilà. Et si ces sujets-là ils vous intéressent, nous on fait des publications aussi. On a le Climate Lab de Generali, donc Generali Climate Lab. Il a un canal LinkedIn. On fait souvent des posts sur tout ce qui est risque naturel, les événements qui vont arriver et les développements aussi qui sont réalisés au sein de notre compagnie et au sein de notre service. Voilà. Donc je vous invite aussi à suivre le canal du Generali Climate Lab sur LinkedIn. Merci beaucoup de votre écoute. Merci de votre présence.